On va aller rejoindre dans un instant la montagne de cœur des gruériens, le Molaison, grâce à ce funiculaire semi-automatisé qui a été mis en fonction en 1998. À l'époque, c'était considéré comme une véritable avancée technologique. Aujourd'hui, les véhicules autonomes se développent partout, doucement, en Suisse, mais très sérieusement à l'étranger. Notre invitée connaît bien les véhicules autonomes. Bonjour Laura. Elle est responsable de projets et d'innovation au transport public fribourgeois. C'est elle qui a notamment supervisé l'expérience des navettes automatisées à Marly. Une expérience de 4 ans qui s'est conclue fin 2021 sur un bilan en demi-teinte. Laura Mondru, merci d'être avec nous dans ce funiculaire semi-automatisé, donc sans conducteur, ça vous effraie pas? Non, pas du tout. Là, c'est bon, on est dans un environnement isolé, on n'a pas de risque de collision, donc non, ça va. Finalement, cette idée de véhicule autonome sans conducteur, elle n'est pas récente, elle remonte à il y a bien des années. Oui, exactement. Ça fait longtemps que l'homme cherche à automatiser toutes sortes de processus, et notamment les transports et les véhicules. Donc oui, ça fait longtemps que des développements existent, mais c'est vrai que ces dernières années, on a pu vivre une forte accélération technologique. Alors vous avez piloté un projet de navette autonome à Marly. Ce projet n'a pas été reconduit. Qu'est-ce qui ne fonctionnait pas dans ce projet? Alors on tire vraiment un bilan positif tout de même de cette expérience qui nous a permis vraiment d'acquérir de nombreuses connaissances, de voir la technologie aussi à quel degré de maturité elle se trouvait. Et puis c'est clair qu'on s'est heurté à différents problèmes d'un côté technique. Voilà, on voit qu'il y a encore des capteurs à améliorer, une intelligence aussi encore à développer pour la navette. Concrètement, ça veut dire quoi? Quand il neige, c'est plus compliqué. Quand les arbres n'ont pas de feuilles, c'est plus compliqué. Exactement, donc elle détecte en fait des obstacles, la neige par exemple comme des obstacles parce qu'elle est vraiment très sensible et puis vraiment elle réagit toujours du côté de la sécurité. Alors en Suisse, la législation n'autorise pas un véhicule totalement autonome. Pourquoi? Alors, jusqu'à maintenant, la Convention de Vienne nous empêchait de faire rouler un véhicule de manière seule. Donc, on était obligé de mettre un accompagnant à bord. On a pu expérimenter aussi, durant nos projets pilotes, l'automatisation, toujours avec cet accompagnement à bord. Maintenant, au niveau européen, la législation est en train de changer. Donc, on va pouvoir faire maintenant de nouveaux essais avec un peu plus de liberté. Et la Suisse est en train de suivre aussi la mise à jour de ces lois et aussi au niveau de la loi sur la circulation routière. J'imagine qu'il y a des pays plus ouverts que la Suisse. Oui, alors en Europe, on voit que l'Allemagne avance aussi relativement vite. Et puis sinon, c'est clair, les États-Unis et l'Asie ont largement un pas d'avance sur nous. Justement, vous parliez d'Asie, la Corée du Sud fait partie de ces pays qui sont très ouverts à cette nouvelle technologie. Le gouvernement a massivement investi dans les voitures autonomes. Une ville expérimentale est même dédiée à des véhicules sans conducteur. Le reportage de Gabin Tellen et Florian Neymar. La Corée du Sud fait partie de ces nombreux pays qui se sont lancés dans la course à la voiture autonome. Le gouvernement coréen vient de dévoiler un budget de près de 850 millions de francs suisses pour développer la technologie jusqu'à l'horizon 2027. Aujourd'hui, dans le pays, 130 véhicules autonomes sont déjà en service. Nous avons retrouvé l'homme qui, dans les années 90, a inventé l'une des premières voitures sans conducteur. À 80 ans, il dirige toujours une entreprise qui développe des systèmes de sécurité pour les véhicules. L'un des pionniers de la voiture autonome est coréen. Il s'appelle Han Min-hong. À la fin de mes études à l'Université nationale de Séoul, je suis parti faire un doctorat aux États-Unis et je suis devenu professeur. Là-bas, le ministère de la Défense a commencé à développer un projet de sous-marin miniature. Leur rôle était de se faufiler dans le camp ennemi, de sortir une antenne et de collecter divers types d'informations à distance. J'ai participé à ce projet passionnant qui ne nécessitait aucune présence humaine à bord des sous-marins. Lorsque je suis revenu en Corée, cela m'a donné l'idée de développer des voitures autonomes dans le but de les commercialiser. Cependant, les procédures administratives pour obtenir des investissements étaient très contraignantes et le gouvernement trop intrusif. C'est pour cela que je n'ai pas pu continuer mes recherches sur la voiture autonome. Han Min-hong nous présente avec fierté sa petite voiture avec laquelle, en 1995, il a réalisé un exploit. Assis sur le siège passager, il a parcouru les 300 km qui séparent Séoul de Busan, la deuxième ville du pays.
C'est ma voiture autonome. Elle date de 1993 et elle est toujours en état de marche. Si vous regardez à l'intérieur, 5 caméras fonctionnent. Il y a 5 caméras et environ 3 programmes fonctionnent à l'intérieur de chaque caméra. Aujourd'hui, le professeur travaille avec son associé, en charge de l'installation des systèmes de caméras et des capteurs sur les véhicules autonomes. Le système de capteurs et caméras d'une voiture autonome collecte énormément de données qui sont analysées et traitées en temps réel. L'ordinateur de bord décode toutes ces informations pour permettre à la voiture de se déplacer en toute sécurité. Nous avons voulu savoir comment étaient testés tous ces véhicules autonomes avant leur mise en service. Bienvenue à Ka-City, à 1 heure de Séoul, cet environnement grandeur nature d'une superficie de 360 000 m² et de 40 km de route a coûté plus de 10 millions de francs suisses. Ce village témoin permet aux start-up et aux entreprises de mettre à l'épreuve leurs voitures autonomes dans plus de 35 situations. Tunnels, zones scolaires, carrefours, ou encore météo pluvieuse, tout est passé au crible et minutieusement analysé. Ka-City est une ville expérimentale entièrement dédiée à la voiture autonome. On y vérifie et évalue la sécurité des véhicules autonomes avant leur mise en service dans des conditions réelles de circulation. Lorsqu'une entreprise ou une start-up développe un véhicule autonome ou une nouvelle technologie, elle vient ici pour effectuer des tests dans différentes situations routières. Après cette évaluation, le véhicule est autorisé à circuler sur de vraies routes. À Ka-City, la 4G mais aussi la 5G ont été installées. Les voitures autonomes échangent des données entre elles, mais aussi avec les infrastructures urbaines. Le temps de latence pour une prise de décision du véhicule doit être infime. Le directeur de recherche de Ka-City nous emmène sur ces routes pour nous présenter quelques zones test. Ici, c'est une zone scolaire. Comme la vitesse est limitée à 30 km/h, les voitures autonomes reconnaissent cette zone et adaptent leur vitesse. On peut créer différents scénarios pour voir comment les voitures réagissent lorsqu'elles croisent des piétons ou des enfants. Dans cette zone, les voitures autonomes reconnaissent l'intersection et les passages piétons. Elles peuvent aussi distinguer les feux pour les voitures et les feux pour les piétons. On peut voir si les voitures s'arrêtent lorsqu'elles croisent des piétons et comment elles réagissent face à des situations inattendues. C'est dans ce genre de situation que les capteurs et les caméras doivent relever le défi imposé par le scénario test. À ce carrefour, les voitures viennent de la gauche, de la droite et d'en face. C'est une zone compliquée car toutes les voitures viennent d'une direction différente et toutes s'y croisent en même temps. Retour à Séoul, dans le célèbre quartier d'affaires de Gangnam, Morail, une jeune start-up coréenne créée en 2018, développe des simulations de véhicules autonomes dans un monde virtuel. Les scénarios sont quasiment illimités et les contraintes budgétaires réduites. Une aubaine pour les entreprises désireuses de tester leurs véhicules sans aucun risque. Je suis en train de créer un scénario avec notre simulateur. Les algorithmes de la voiture autonome fonctionnent correctement. Ils montrent aussi que le feu est rouge. Si un piéton se précipite sur la route, la voiture freinera automatiquement. Le piéton a déjà traversé, mais vous voyez ici, et les algorithmes indiquent bien que les capteurs du véhicule ont détecté le piéton. Le directeur des opérations de Morail nous explique les principaux obstacles auxquels font face les constructeurs de voitures sans conducteur.
Un frein à leur développement, la réalité du terrain est parfois difficile à étudier. Et les technologies actuelles encore peu adaptées au déploiement en zone urbaine. Dans cette start-up, l'idée est de développer des simulateurs de véhicules autonomes afin de réduire les coûts financiers et les risques liés au monde réel. Nous voulons savoir comment réagissent les véhicules dans un environnement avec des piétons, des chiens, ou encore lorsque quelqu'un lance une balle sur la route. Que va-t-il se passer si une voiture autonome roulant à 200 km/h tourne soudainement à droite? Il faut absolument que la 5G se démocratise pour que les voitures puissent circuler avec des données précises et en temps réel. Elles doivent prévoir le comportement des autres voitures autonomes en communiquant entre elles sur la route. Au printemps dernier, la mairie de Séoul a inauguré son premier service de taxi autonome dans un quartier de l'ouest de la capitale. 2 itinéraires de 5 km sont proposés aux utilisateurs pour la modique somme de 1,50 franc. Il suffit de réserver le taxi grâce à l'application qui lui est dédiée. La station de taxi autonome apparaît en violet sur l'écran. On la sélectionne, on choisit notre destination. Et je confirme. La start-up coréenne 42Dot a déployé 3 taxis autonomes qui desservent les principaux arrêts de bus et stations de métro du quartier. Virage ou dépassement d'autres véhicules, le taxi analyse chaque situation et suit son trajet en toute autonomie. Un chauffeur est tout de même présent pour reprendre le contrôle du véhicule en cas de problème. J'étais un peu anxieuse à l'idée de monter dans une voiture autonome, car il y a toujours un risque que le véhicule perde tout contrôle. Mais avoir un chauffeur est rassurant. Aux abords des écoles et dans les zones à vitesse limitée, le chauffeur doit repasser en mode manuel et reprendre le contrôle du volant. Je crois que la généralisation de la voiture autonome prendra du temps. L'aspect juridique sera un tournant. Mais il est probable de voir de plus en plus de voitures autonomes dans la décennie qui arrive. À terme, les constructeurs automobiles espèrent atteindre le niveau 5, soit le plus haut niveau d'autonomie d'un véhicule. Cela signifierait qu'il n'y aurait plus aucune intervention humaine. Les véhicules autonomes doivent collecter plus de données et être exposés à de vraies situations pour apprendre à y faire face. Le gouvernement coréen permet à des startups comme la nôtre d'expérimenter in situ grâce à la mise en place de zones spéciales. La technologie de conduite autonome de niveau 2 et 3 s'est déjà démocratisée. Nous sommes en train de perfectionner le niveau 4 pour que dans un avenir proche, la voiture autonome puisse être commercialisée au grand public. Dans un avenir proche, la voiture autonome devrait donc arriver sur le marché. Cependant, au-delà du défi sécuritaire et technologique, avant de prendre la route, les constructeurs devront faire face à une réglementation des véhicules autonomes qui reste encore à définir. Magnifique. Laura Maudré, alors on est au pied du Molaison. Heureusement, ici, pas de véhicule qui soit autonome ou pas. On l'a dit, c'est ce fameux niveau 5 d'autonomie avec une conduite sans intervention humaine, elle n'est pas possible en Suisse. Alors quels sont les types de projets qu'on développe en Suisse avec des véhicules autonomes ou semi-autonomes ? Alors, les entreprises de transport public développent différents projets, font différents tests. Et puis à Fribourg, par exemple, on a testé la téléopération. C'est quoi la téléopération ?
Alors le but, c'est vraiment de sortir l'accompagnant du véhicule pour le mettre dans un centre de téléopération et puis qu'il puisse à distance gérer les différents problèmes qui pourraient survenir. Donc c'est une personne qui gérerait plusieurs véhicules. Exactement. Et puis ça a vraiment un intérêt aussi économique, puisque ça nous permet d'avoir une personne qui gère effectivement plusieurs véhicules. Ah justement, il y a un intérêt économique, mais ça serait quoi les autres avantages? Les autres avantages, c'est qu'avec cet intérêt économique, on pourrait faire circuler des navettes dans des zones moins densément peuplées, donc avec des potentiels de clients plus faibles, et puis développer justement des offres de transport public à plusieurs endroits où aujourd'hui c'est difficile de mettre en place une vraie ligne de bus par exemple. C'est vrai que quand on pense véhicule autonome, on pense souvent à ces films de science-fiction. Est-ce qu'un jour, on va pouvoir voir enfin, peut-être pour certains, des véhicules sans conducteur en Suisse ou ailleurs dans le monde? Alors, en Suisse, je ne suis pas totalement sûre. Par contre, on va avoir des véhicules peut-être qui seront autorisés à rouler en mode autonome sur des tronçons. Typiquement, par exemple sur des autoroutes, ou peut-être à certains endroits, on pourra rouler en autonome. Mais j'ai du mal à croire qu'en pleine ville, on puisse le faire. Donc. Merci beaucoup, Laura, pour cette balade instructive. Merci. Avec plaisir. Quand on part en randonnée, une des premières choses qu'on prend avec, c'est son sac à dos. L'offre sur le marché est particulièrement vaste. Sont-ils tous ergonomiques, imperméables, solides ou pratiques? Nos collègues de SRF se sont penchés sur la question. Une passerelle en bois sur le lac de Zurich, près de Rapperswil. C'est là que débute en mars la longue marche de Peter van der Poel, de Männedorf, près de Zurich. Ce retraité parcourt le chemin de Compostelle jusqu'à sa lointaine destination espagnole. Et il enregistre régulièrement le livre de bord vidéo de sa très longue marche. J'en suis au 6e jour. Je viens de dépasser Amsoldingen, à côté de Thun, sur un magnifique chemin. Et j'ai encore 2200 et quelques kilomètres de marche devant moi jusqu'à Saint-Jacques-de-Compostelle. Et si mes pieds tiennent encore le coup, je poursuivrai jusqu'au bout du monde. Ces pieds-là soutiennent eux aussi le poids d'un lourd sac à dos, mais en laboratoire, celui de l'Institut IPI d'études de marché à Stuttgart, où l'on teste aujourd'hui le confort et la qualité des sacs à dos de trekking. 4 modèles pour dames et autant de modèles pour messieurs sont en lice. Chacun d'une capacité de 50 à 60 litres, une taille standard pour des sacs de trekking. Le confort de portage est bien entendu un critère important. Plusieurs testeurs évaluent la tenue des différents modèles portés à pleine charge. Facteur déterminant, la partie dorsale s'ajuste-t-elle bien au corps de chacune et chacun? Sur ce modèle, on ne peut pas du tout adapter la partie dorsale, alors que c'est possible sur tous les autres sacs. On vérifie aussi que les tendeurs latéraux puissent être bien tirés sur les côtés pour rendre le sac à dos plus compact. Ces courroies doivent pouvoir être fermement tendues pour que le sac reste très proche du corps sans balancer de part et d'autre. Il faut aussi vérifier que l'air circule bien le long du dos afin que les randonneurs transpirent le moins possible. S'ajoute le critère de la praticité. Le rangement est-il aisé? Les ouvertures coulissent-elles bien? Les compartiments sont-ils pratiques? Souvent, le sac est complètement rempli. On a là une grande poche centrale qui donne accès à tous les recoins du sac. Alors que sur ce modèle-ci, on ne trouve cette poche qu'à gauche, ce qui n'ouvre que sur ce côté, et le côté droit reste difficile d'accès. Un bon sac de randonnée doit aussi rester le plus longtemps possible imperméable. La machine à pluie du labo de test simule une forte ondée de 10 minutes. Les modèles comme celui-ci, avec housse de pluie intégrée, ont gardé l'intérieur du sac bien au sec. On a observé d'importantes différences avec les sacs qui n'offrent pas de housse de pluie, comme ce sac Deuter. On a constaté qu'il laisse passer bien plus d'eau et le fond du sac devient alors très humide. Au final, le sac Air Contact Light de Deuter obtient la mention suffisant avec une note de 4,6.
Il a été acheté pour 199 francs. Le modèle pour homme offre un bon confort de portage, mais n'est jugé que suffisant pour la qualité des matériaux et sa résistance à la pluie. 16e jour de marche sur les chemins de Compostelle pour Peter van der Poel. Il traverse actuellement la France. Ich bin etwas oberhalb von Le Bray. Je suis un peu au-dessus de Le Bray et je chemine vers Le Pin, la destination de cette journée. Pas de pitié au labo. Ce test met à l'épreuve la qualité des matériaux utilisés. Le temps de résistance du tissu à cette machine d'étirement révèle la solidité du matériau. Là, la boucle tient, mais la couture de la sangle se déchire. À l'inverse, ici, la couture tient le coup, mais le système de fermeture craque. Cette fermeture éclair résiste, mais c'est la couture qui saute. De façon générale, les coutures sont le point faible de ces tests de résistance. Les 4 modèles pour femmes atteignent l'évaluation bon. Une note de 4,9 pour le Gregory Maven à 249 francs. Faiblesse des matériaux, mais le meilleur confort de portage. Même prix pour une évaluation générale légèrement meilleure, le Deuter Air Contact SL. Même note pour le Tatonka Yukon Women avec les finitions les plus soignées. Le meilleur modèle pour femmes est le Bach Lightmare pour près de 300 francs. La résistance du matériau est ici excellente. Ce modèle a résisté à de très fortes tensions. Ajoutons que les très nombreux réglages et ouvertures le placent en tête du test. 3 modèles pour hommes obtiennent l'évaluation bon. Le Mammut Decken Spine à 280 francs n'offre qu'un confort de portage jugé suffisant. C'est aussi le cas pour le Osprey Ethart à 259 francs. Tous deux obtiennent la note 5. Le vainqueur du test chez les hommes est le Fjällräven Keb. Le modèle le plus cher se distingue par son confort de portage et sa praticité. Et pour finir, le conseil de l'expert. Je me rendrai en tout cas en magasin pour essayer les modèles. Il y a des critères très divers qui changent d'une personne à l'autre et il faut vraiment essayer les sacs. Sur les chemins isolés en Haute-Loire, les longues heures de marche de Peter réactivent pas mal de choses en lui. Je dois avouer que c'est vraiment intéressant. Les pensées les plus diverses vous passent par la tête. De belles pensées et un bon sac à dos aussi pour avaler les 1500 km restants. Deuter, dont le sac à dos a notamment obtenu la moins bonne note de notre test, avec 4,6. Le sac a notamment échoué au test d'imperméabilité. Eh bien, la marque nous précise qu'une housse étanche est vendue séparément. Allez, on va aller s'offrir une petite balade au sommet du Molaison en compagnie de la présidente de Fribourg Rando. Madame Ayot, bonjour. Bonjour, monsieur Guerre. Merci de nous accompagner dans cette balade un peu particulière. On n'a pas choisi le bonjour, en tout cas pas pour la vue. Pour la température, c'est parfait, mais pas pour la vue. On dira que pour les marcheurs, il n'y a pas de mauvais temps, il n'y a que de mauvais vêtements. On l'a vu avec les sacs à dos d'ailleurs. Voilà. Alors, vous êtes un pur produit fribourgeois, vous connaissez bien cette montagne, il y a plein de randonnées à faire au Molaison. Oui, il y a beaucoup de randonnées et je vous dirais que c'est une montagne magnifique par beau temps, puisque j'ai un ami qui habite à Châtel-Saint-Denis. Dernièrement, je lui disais comme ça, du Molaison, je vois ta maison. Ah, pas aujourd'hui en tout cas. Pas aujourd'hui, non. Alors, c'est vrai que quand on randonne, le sac à dos, ça a son importance. Alors, quel conseil vous donneriez, Madame Ayot, pour choisir son sac à dos ? Pour choisir son sac à dos, il faut savoir quel genre de randonnée on va faire. Un jour, 2-3 jours, un week-end ou de longue durée. Ça dépend de la grandeur du sac à dos. Pour 2-3 jours, ça sera déjà 20 litres.
ou 30 litres. Et après, c'est longue randonnée, il faut vraiment un plus gros sac à dos. Plus grand sac à dos. Ouais. Quel autre conseil vous donneriez à des randonneurs débutants ou experts? Je dirais aussi qu'il faut savoir dire ce qu'il faut mettre dans son sac. Hein. Ce qu'il faut mettre dans son sac, il y a l'essentiel, le nécessaire et l'inutile. Alors on va faire le test justement, parce que moi j'ai pris plein de choses dans mon sac à dos, vous allez me dire si c'est essentiel ou complètement inutile. Vous êtes d'accord? Oui. Alors, on commence par quelque chose, j'imagine, d'essentiel. Essentiel, oui. Toujours une veste avoir étanche, très important. Oui. On est d'accord? Toujours Super. avoir dans son sac à dos. Ensuite, ils sont là. Des petits biscuits, très importants. On dira que c'est nécessaire, mais pas nécessairement des cookies. D'accord. Ensuite, j'ai... Voilà, ça je pense que c'est essentiel. Essentiel, une trousse De secours. de secours et une couverture de survie. Ah, alors ça j'ai pas. Ça va falloir que je mette dedans. Et puis alors, évidemment, quelque chose d'essentiel. Double crème et de la meringue, c'est essentiel ici, vous êtes d'accord? Ah oui, c'est nécessaire. Après une belle randonnée, je crois que ça se mérite. Absolument. On va pouvoir goûter ça. Avant, j'ai oublié la crème solaire. Ça, c'est très important. Très important, et je dirais, si vous randonnez en plaine, un produit contre les tiques. Ah oui, parce qu'il y en a de plus en plus. Oui. Et je donnerais encore, avoir toujours un téléphone avec soi. Hein, c'est très important. Bon, il y a des places où il n'y a pas de liaison, mais elles sont rares en Suisse. Et mettre toujours dans son sac à dos cette petite fiche d'urgence que nous donnons à tous nos membres. D'accord. Voilà. Super. Bah écoutez, moi je vous propose qu'on finisse avec une petite meringue, hein, même s'il n'y a pas de soleil. Je vous la laisse. Je vous laisse la tremper. Oh, regardez cette belle double crème. Allez-y, faites-vous plaisir. Il n'y a qu'en Gruyère qui a de la crème. Absolument. Merci beaucoup, Madame Ayot. Merci. Merci à vous.